Die Damen und die Herren, gute Mittag und willkommen auf diesem interdisziplinären Forum für die digitale Inklusion. Wie der wahrscheinlich mitgekriegt hat, den Digitalisierungsminister eine neue Ministerin kriegt, Madame Stefanie Obertin. Sie entschuldigt sich, dass sie heute nicht dabei ist, weil sie durch den Regierungsrat abgehalten ist. Sie probiert aber natürlich, für nach Zeit zu kommen, an diesem Evenement teilzunehmen. Heute ist, wie gesagt, den dritten Forum von der digitalen Inklusion. Den aus vom Digitalisierungsminister organisiert gehen, mit der Idee für verschiedene Partizipanten am Ökosystem von der digitalen Inklusion zusammenzubringen, für das konstruktiven Austausch kann geschehen und eben verschiedene Akteure und Partner können sich treffen, für eben über verschiedene Sujets an der digitalen Inklusion zu diskutieren und eben über andere Projekte und Initiativen zu lehren. Die sind alle gut. Einen gewissen Sinn von der digitalen Inklusion betraf, wahrscheinlich auch oft durch eher publizibel, mit denen der schafft. Die Idee ist natürlich, dass die Leute, die eben auch Terra mit den verschiedenen publizibel schaffen, sich können austauschen und eben auch, wie das von der digitalen Inklusion gerade für ganz heterogene Gruppen schwatzen, dass eben auch einfach mal Besoin Erwartungen an die vier für verschiedene publiziblen auf den Tisch kommen, dann eben thematisiert gehen. Die heutige Edition steht am Kontext von der digitaler Bildung. Heute gehen zwei Sujets thematisiert, wo an zwei verschiedene Sparten von der digitalen Bildung oder Erzählung drauffallen. Erstens mal, wie kann die Medienerzählung mit neuen Technologien gestalten? Und zweitens, mit einer Table Ronde, welche Rolle spielt digitale Inklusion an der Formation professionell? Das sind zwei wichtige Fragen an der Digitalisierung, auf der Digitalisierung von der Bildung, genauso wie von der Arbeitswelt. Die digitale Transformation bringt neue Formen mit sich und natürlich auch neue Formen von Medien, die heute das oft auch die traditionellen Medien überholen. Das neue Formen bringen dann natürlich auch neue Enjeux an die Firma, wo ein gewisses ein Umdenken an der Bildung oder an der Erzählung in dem Sinn muss stattfinden. Für sich mit den Medien da können noch Alternativen zu setzen, für sie dann auch verantwortungsbewusst als sicher zu nutzen. An dem Kontext sind wir auch ganz froh, dass wir heute Repräsentanten von BeSecure, dem Zentrum für politische Bildung und Respekt.lu, können begrüßen, die als mir Dave Ableck an das Thematik mehr woran ihr Arbeit gehen. Auf der anderen Seite haben wir heute dann eben noch eine Table Ronde über das Sujet von der Formation professionell. Digitalisierung hat, meine ich, die meisten Sektoren an der Arbeitswelt tiefgründig modernisiert, dann noch weiterentwickelt. In gewissem Sinne, die Computer und Digitallösungen sind heutzutage fast ein Teil von der Arbeitswelt, auch im Arbeitsmarkt, was hier auch große Konsequenzen mit sich bringt für die verschiedenen Employeen an Arbeitszwischen. Digitale Kompetenzen sind die elementär oder die immer avanciert sind, oft präregieren an der modernen Arbeitswelt. Dafür ist es interessant für zu sehen, was für Initiativen an dem Bereich gehen und eben war doch die gewisse Besoin an dem Bereich von der Formation professionell, mehr wo an der Formation kontinu sind, die ermöglichen, dass die Leute, die an der Arbeitswelt können Fuß fassen und eben auch hier Kompetenzen weiterentwickeln. Wir als Digitalisierungsminister sind davon überzeugt, dass nicht ein konsequenter kooperativ Approach zwischen verschiedenen Akteuren und Sektoren ein konstruktiv Arbeit an dem Bereich der digitalen Inklusion mit sich bringt. Dafür sind wir auch heute ganz froh, dass alle guten reinkommen sind, für in diesem Event teilzunehmen. Ich gebe dann noch direkt bei der ersten Party vom Forum übergehen. Da gebe ich dann auch den Jeff Kaufmann von BeSecure auf die Bühne bitten, für uns mehr über die Medienerzählung und die Arbeit für BeSecure vorzustellen. Guten Mittag, heute zu Alpha. Zuallererst merci für die Invitation und wir sind natürlich froh, für die Arbeit vorzustellen. Ich habe ein bisschen lachen, wo gesagt wird von neuen Medien und Technologien. BeSecure ist ein Projekt, das existiert schon seit 2010. Das heißt, so neu sind wir nicht mehr. Und auch Medien und Technologien, über die wir schwätzen, sind auch nicht mehr so neu. Wenn effektiv Mengen kommen immer neuer dabei, das ist richtig. Mehr aus solchen Risiken, die damit verbunden sind am Umgang. Auf wenn man umgehen an Kompetenz, die braucht, die wir sind 13 bis 15 Jahre dieselbe ist. Für BeSecure zu erklären, ich meine, BeSecure ist eine Initiative von der Lützeburger Regierung 2010 an Leben gerufen,
Es sind 3 Ministerien impliziert. Das ist erstens Bildungsminister, die Ökonomie und dann auch das Familienminister. Und operiert gimmer sech vom Service National der Jeunesse, den Deel aus vom Bildungsminister auch vom Kanner Jugendtelefon. Und da gimmer unterstützt von Akteuren wie der Police, dem Parquet, dem Luxemburg House of Cyber Security. Und was wir genau machen, sind 2010, ich meine, viel von euch kennen BC-Kirche von der Kanner wahrscheinlich aus der Schule. Wie viel schnell kann Überblick zu geben, weil ich ein kurzes Video. L'Internet simplifie nos vies à plusieurs niveaux. Nous avons accès aux informations du monde entier et restons joignables à chaque instant. Malheureusement, ce confort s'accompagne d'un certain degré de risque et d'insécurité. BeSecure sensibilise à la façon dont nous pouvons tous utiliser l'Internet en toute sécurité et de manière responsable. BeSecure rend régulièrement visite aux enfants et aux jeunes dans les écoles, les maisons relais et les maisons des jeunes. L'initiative s'adresse également à l'entourage des jeunes, aussi bien lors des soirées pour parents que pendant les formations continues pour enseignants et éducateurs. En complément des formations, BeSecure propose une série d'informations et de publications, disponibles sur leur site internet. La BeSecure Helpline fournit des conseils anonymes, confidentiels et gratuits sur des sujets tels que le cyberharcèlement et les escroqueries en ligne. Des conseils pour une configuration plus sécurisée des appareils peuvent également être munis. Le numéro 8002123 est ouvert à tous, enfants, adolescents et adultes. La BeSecure Stopline est une plateforme permettant de signaler les contenus illégaux et délictueux. Il s'agit notamment de contenus d'abus sexuels sur des mineurs, de racisme, de discrimination et de terrorisme. Ce contenu peut être signalé de manière anonyme sur le site stopline.be-secure.lu. Une fois analysé par BeSecure, ce contenu est transféré aux autorités compétentes. De plus amples informations, ainsi que notre BeSecure Helpline et notre BeSecure Stopline, sont disponibles sur le site www.be-secure.lu. BeSecure, pour une utilisation plus sûre et positive d'Internet. Merci fürs Gucken. Ich werde schaut dann über den ersten Volley so BeSecure schwätzen, das als Sensibilisierungsarbeit. Die anderen 2 Volleyen von der BeSecure Helpline, von der BeSecure Stopline, trägt schon eine Präsentation nicht, aber wenn der froh nicht so gut, können wir schnell bis Lunch kommen. Kleinen Überblick über die Sensibilisierungsarbeit, das sind sich 4 Volleyen, Formationen, Publikationen. Dann haben wir Kampagnen für Grand Public, aber wir sind auch auf Events vom Grand Public und wir haben noch spezifische Events. Formationen, die meisten Leute kennen BeSecure Formationen, die man über die Risiken im Internet gehen, an den Schulen, sowohl fundamental, sekundär, wie auch am nonformellen Bereich, und auch älteren Ofen, da noch Formation kontinu für Professionelle. Ich weiß nicht, welche Zahlen die wir holen, da ist schon ein ganzer Pack, den wir da im Jahr machen. Ihr seht heute, 2022 haben wir ein Total von 1100 Seancen. Das kann ich vorstellen, das sind Kurse von 90 Minuten an den Schulen. Das heißt, 90 mal 1100 können ausreichen, wie viele Minuten wir mit der Sensibilisierung an den Schulen NRW waren und noch Jugendhäuser mehr isolieren. Das Jahr habe ich Zahlen von bis Juni, da sind wir auf 863 Seancen, schon mal heute morgen so gelöst, dass wir im November mal auf 1200 Seancen sind. Das heißt, gesagt, der Mond ist groß für die Sujets von den Medien und Technologien, und wie man mit den Risiken umgeht, für das zu trätieren. Das ist eine Verschiebung, die effektiv geht mehr Richtung fundamental. Früher muss ich so BeSecure aus dem uns an ihren Beruf gehen, auch für ZDM Kuren zu gehen über die Internetsicherheit. Die Kuren waren obligatorisch. Da sehen wir mehr eine Verschiebung auch an der fundamentalen Tisch. Das sollte man dazu dienen, weil die ersten, die immer mehr jung und jung kommen, an der Tisch muss ich erst einmal über die Sache schwätzen. Ein Überblick, was die Beis kann buchen. Die Kuren, die Kabais buchen, die sind alle gratis. Die sind staatlich und noch europäisch kofinanziert. Wir fangen am Cycle 3 mittlerweile an. Und da gehen wir auch bis auf den Cycle 4.2 für Primärschule. Und da geht er auch weiter am Lycée. Auf Satiam spielt mittlerweile das Skript, das Ministerium eine große Rolle. Auf Satiam und auf Cesiam gibt es den Kurs Digital Sciences an den Schulen, heute in Lützeburg. Die besteht aus 5 Modulen und ein Modul davon. Das ist den Heiligen den abzupullen nicht. Das heißt, Satiams Klasse kommen bei uns, auch buchen den.
am Kader von dem neuen Kurs Digital Sciences. Das heißt, als Lützburg sind ZDMs-Klassen und CDMs-Klassen schon wert, das Sujet, den Umgang mit den Risiken am Internet angeht, schon ganz gut sensibilisiert. Weiter Formationen, Gruppe extra skolär, das heißt auch den Education noch formelle Bereich, wo ein Job ganz aktiv ist, genug traitiert mit Sujet wie Sexting, wo man darüber schwätzt, Selbstdarstellung im Internet, was für den Einfluss von Influencer bei Jung, was für den Einfluss von noch Kollegen bei auf Social Media, was sie von uns posten, wie vergleichen wir uns damit hin. Das sind Sachen, die wir dann an die Jugendhäuser traitieren, selbst mit so Relais, wo wir aktiv sind. Eltern, Nummer ein Thema ist, an sich von Eltern, ist Bildschirmzeit von ihren Kindern. Bildschirmzeit geht erstaunlicherweise nicht nur bei den Kindern auf, sondern auch bei den Eltern selber. Die Eltern müssen noch um 4 gehen, wo ihnen den Handy auspicken, wo nicht zum Beispiel. Das heißt, die Eltern haben da Humor 30 bis 40 am Jahr. Und dann, die sieht auf der rechten Seite, die Sécurité des Enfants sur Internet. Das ist ein ganz praktisches Webinar. Du kriegst die Eltern live von unserem Expert gewiesen, wie eine Ausstellung hält im Router, an der Fritzbox, PC, Apple, Android, für eben die Handys und Geräte kantgerecht anzustellen. Selbe auch Formation kontinuieren für Personal. Ich meine, ganz interessant, das Cybersecurity Essentials, das ist so steht, als der Cybersecurity aus dem technischen Bereich, als B-Secure Demos entstanden und das auch da, wo wirklich das Sens leid, wann ihr sicher mit den Medien und Technologien können umgehen, wirst du, wie sie funktionieren, wirst du, wie sie ihre Geräte schützt, wirst du noch, wie ihn seine Donner am besten schützt, aber wirst du, wie kritisch Sachen kann man auch froh. Ich meine, wenn ihr die Kompetenzen hört, dann finden sie schon gut an der Welt von neuen Medien und Technologien zurecht. Weil oft, wenn man den Informatiker schwätzt, der Schwerte sieht, hat das Gerät schon gut ausgemacht. Das zweite, was der Informatiker sieht, ich gehe mal auf Google, ich gehe gucken, ob ich eine Lesung finde. Ich meine, das sind Naturen, die viele Leute sich auch können sicher gewinnen. Auch schriftlich haben wir natürlich Sachen, Publikationen. Für so einen kleinen Überblick für schnelle Themen zu gehen, die wir traitieren, Influencer, so Moment, etwas, was viel traitiert wird, auch viel gefroht wird, für das wir mit den Kindern, Jungen über Influencer schaffen. Und dann ein Rapport, wir haben den B-Secure Radar 2023, nächstes Jahr könnten 2024 raus. Das ist ein Trendmonitoring über Trends, wie Kinder, Junker zu Lützeburg Medien und Technologien nutzen, und wie sie Risiken begehen und wie sie mit diesen Risiken umgehen. Das ist ein Rapport mit 12 Chiffren, die sind kurzem für Lützeburg gibt, und das ist immer gut, national Chiffren zu, weil das effektiv etwas ist, ob was der jeder von Akteuren sich auch immer beziehen kann. Hallo, hängt PowerPoint. Also, okay. Kompainen. Ich hatte gesagt, Cybersecurity Essential. Cybersecurity ist auch Thema von unserer Schulkampagne 2023-2024. Wir kriegen immer über das BCK Helpline, über die Feedback, also Informationen, mit, was du baust für Risiken gerade aktuell sind. Viel, was man mitkriegt, tun die Leichtzeit der Crew auch sicher mit, und aus der Presse, Phishing. Phishing ist ein großes Thema im Moment. Und dann war der vielleicht nicht so mitkriegt bei Kindern, bei Jungen, hauptsächlich Jungen zwischen 15 und 34, die ganze Wolle von Sextortion im Internet. Sextortion, ganz kurz erklärt, ein junger Mann lernt eine Frau über eine Dating-App kennen und verschickt der Frau plagische Fotos. Dann geht der junge Mann aufgrund von den plagischen Fotos von der Frau erpresst, weil tatsächlich keine Frau daran hat, das mit Fake-Profil, Kriminellen. Der Fall hat immer ganz viel zu denken bei so BCK Helpline. Da haben wir dazu auch eine Kampagne lanciert. Die 4 Messagen, ich gehe so nicht mal auf den Weg. Wenn ihr ein neues Handy kriegt, man aktiviert ein automatisches Backup, zum Beispiel in der Cloud. Da sieht er mir ruhig, wenn ein Handy so geklaut kriegen oder verliert, sieht er ruhig. Bei E-Mailen, die dubios sind, denkt kurz, nur jeder klickt. Wenn er Zweifel hat, klickt am besten nicht drauf. Geht zum Beispiel selber direkt an den Browser, tippt die Zeit von der Bank an, und das sieht er gut. Kontrolliert neue Social Media von der Firma, muss sie dann nicht kennt.
an e Passwort kann noch ein Satz in 1, 2, 3, 4, 5, 6 als bequem zu nutzen, mit das leider kein gut Passwort. Du willst mehr Informationen von der bcq.lu/kiss. Letzter Punkt, wir sind noch viel interaktiv, ich sollte viel darüber, ob Events dabei vom Grand Public, zum Beispiel Festival Bond Destiny zu kontern, für die das von den Events oder erreichen noch die Leute, die die Formationen nicht erreicht, weil ob die Formation hast, aber so kommen immer just die Leute, die entweder mussten sie werden Schulen oder die Leute, die sich dafür interessieren. Da werden auf Grand Public Events gehen, für die zu erreichen, die nicht direkt erreicht. Und dann nach Reklammen nächstes Jahr, 6. Februar 2024, als der weltweiten Aktionstag Safe Internet Day zu Lützeburg, wo jeder seinen Beitrag kann leisten, für den Internetsänger mit sicherer Platz zu machen. Voilà, für mehr Informationen über BCQ oder was wir gerade machen, Social Media, sind überall in NRW. Und da so eine Merci an gebe ich weitergehen an die nächste Person. Vielmals merci dem Chef Kaufmann von BCQ. Wir gingen dann noch von BCQ Rivago bei den Herrn Roman Schröder von dem Zentrum für politische Bildung, den als Haut beste mehr sieht, was die neuen Medien noch am ganzen Prozess von der Demokratie für Chancen, aber auch für Risiko mal zu springen. Ja, guten Mittag. Ich gebe gerne in den nächsten 10 Minuten mal dir gucken, was für Chancen eben digitale Medien für alle Bürgerinnen und Bürger heute zu Lützeburg mal zu springen, für sich anzubringen heute zu Lützeburg formulieren, Chancen für Demokratie, die man zu springt, aber auch die Risiken, die man zu springen. Und ich probiere ganz konkret Tools, ganz konkret Wege zu weisen, wie man die Chance kann nutzen, aber wie man die Risiken kann aufhören. Ich komme vom Zentrum für politische Bildung, wie du sich mal nicht sicher, wer Abschied von diesem Zentrum schon kennt. Erlaubt ich möchte kurz vorzustellen, weil es geht ja noch nicht so lang, seit 2016 für genau zu sehen. Wir sind eine unabhängige und unparteiliche Stiftung, das mir noch stehen nicht ein Minister. Die Unparteilichkeit und die Unabhängigkeit, das ist auch ganz wichtig für als Erbiskunst zu machen. Ziel und Mission vom ZPB also generell für bürgerschaftliches Engagement zu fördern, für allem junge Leute, aber nicht nur junge Leute, mir zu bringen, wie eine demokratische Gesellschaft funktioniert. Das politische System, aber auch die Gesellschaft an sich, an die aktuelle gesellschaftlich-politische Herausforderungen zu thematisieren, für das junge Leute eine Meinung können bilden und man selbst können aufhängen. Voilà. Partizipation im öffentlichen Leben, im öffentlichen Debat, leider ist ganz weit oben. Der weiß, wie wir schaffen, dafür auch den Fokus auf die Unparteilichkeit. Den ZPB überwältigt nicht mit einer Meinung. Also es ist immens wichtig, wenn wir Themen behandeln, dass wir die verschiedenen Perspektiven von dem Thema weisen. Also junge Leute an Situationen bringen, für sich selber eine Meinung zu bilden und dann noch Wert zu weisen, was jemand der Meinung möchte. Wenn er eine Meinung hat und weiß nicht, wohin damit, also einem oft nicht viel geholfen. Das ist auch wirklich ganz konkret Wert weisen, für mit der Meinung abzuhängen, an die Gesellschaft von Leben mit zu gestalten. Für was beschäftigt den ZPB sich mit digitalen Medien? Bei politischer Bildung beschäftigt sich mit digitalen Medien, weil die digitalen Tools ganz vieles verändern. Sie verändern der Weise, wie wir Kontakt treten. Sie verändern der Weise, wie wir mit ihnen schwätzen, wie wir mit ihnen diskutieren. Digitale Medien verändern der Weise, wie wir uns informieren, über das, was unter uns geschieht. Sie verändern auch der Weise, wie wir uns entscheiden. Wie wir uns als Einzelperson Entscheidungen treffen, und wie wir als Gesellschaft auf politischem Plan Entscheidungen treffen. Das wird beeinflusst von digitalen Medien. Bref, die beeinflussen der Weise, wie wir leben, und der Weise, wie wir zusammen leben. Und wenn wir über Zusammenleben schwätzen, schwätzen wir auch über Demokratie als Modell vom Zusammenleben heute zu Lützeburg. Für eine Demokratie ist es wichtig, dass aktuelle Themen kontrovers diskutiert gehen. Bedeutet, dass verschiedene Meinungen, unterschiedliche Meinungen Raum haben, für ausgeschwärzt zu gehen, für gehört zu gehen, den Debat, die öffentliche Diskussion zwischen verschiedenen Meinungen und seine Meinung zu bilden, also aber auch essentiell, ihr wichtig politische Entscheidungen gehen, ihr wichtig gesellschaftliche Entscheidungen gehen. Den öffentlichen Debat ist essentiell für eine Demokratie, und den öffentlichen Debat wird beeinflusst durch die digitalen Tools, die nicht mehr so neu sind, verschiedener Männer,
die digital Tools bieten wie gesagt Chancen a Risiken. Di seht op der linker Seite Chancen, die du mal dann hier gehen. Großwissen an Großmeiglichkeiten, soviel Meiglichkeiten wie noch nie für Deel zu holen, wo man leben. An Risiken, die sind nicht neu, Fake News, Verbreitung und Polarisierung von der Gesellschaft, die Firo geht. Für kurz op den Punkt 9 zu gehen. Also Großwissen, jidfrei von neues Wissen von der Welt aus enger Boxentasche. Die Herausforderung aus den Tri zu machen und es gut zu nutzen. Journalistische Quellen, wissenschaftliche Quellen, Originalquellen und von denen sich kann eng Meldung bilden. Programme auch wie ChatGPT mit allen Nodeler den tut, die Strich geht dann noch weiter Richtung Fake News. Die Möglichkeiten gehen für sich zu informieren. Gerade so wichtig, also geht Hand an Hand, Möglichkeiten für zu partizipieren. Ihr könnt halt mit 2 Klicken eine Online-Petition ausfüllen. Die könnt du Biergerforen online deelholen, eine Meinung abbringen, mit gestalten. Ihr könnt mit Telefon, Social Media, Chatprogramme für Überzeugungen ersetzen, Leute rallieren für einen Kurs an abholen, an eine Bewegung setzen. Die Möglichkeiten dürfen an der Form und an der Einfachheit eigentlich selten oder noch nie. Die Frage von der Inklusion Numerik natürlich stellt sich. Dafür sind wir damit auch hier. Die Leute, die wissen, wie sie mit dem vasten Wissen umgehen, die wissen, wie sie sich abbringen, wo bedeutend mehr Möglichkeiten, und man das besser. Und die Leute, die nicht wissen, die noch mehr aufgegangen zum Leben. Das ist wirklich eine Herausforderung, auch für politische Bildung oder Bildung in general natürlich. Ich gebe schon gerne pur ganz konkret erweisen, wie die Leute, mit denen die ihren Umstand schafft, die Möglichkeiten können nutzen. Mit 2 Klicken, petitionen.lu, kann jeder Verein, den ein Matrikül hat heute zu Lützeburg, an die 15 Jahre hat, Petitionen unterschreiben, an Petitionen selber erreichen. 15 Jahre brauche ich just, also nicht die vom Wahlalter urziehen, an ein Matrikül zu Lützeburg. Das bedeutet doch, Leute, die nicht Lützeburger sind, können Petitionen unterschreiben und noch bringen. Ziemlich einfach, über DW sein Uleis klar zu machen oder Uleis für den Herzeit zu unterstützen. Kostet nicht, liegt accessibel. Ein anderer Weg, als Beispiel von der Stadt Diedling, Budgetpartizipativen. Immer mehr Gemenge gehen dazu über, für ein gewisses Montant versuchen zur Verfügung zu stellen, und da können Bürgerinnen und Bürger Projekte erreichen oder andere Projekte unterstützen. Römenke, 2, 3 Klicken, und schon kann ich Matt gestalten, da wo hinaus. Access zur digitaler Infrastruktur vorausgesagt, wenn man den Access hat, und mit einem Handy hört er sie schnell oder im Internetcafé kann er sie kriegen, brauche ich nicht ganz viel, aber brauche ich nicht ganz weit zu gehen, für können Matze gestalten, wo ihr lebt. Ein anderes Tool, das ist vom Zentrum für politische Bildung, das kann ja für Pädagoginnen und Pädagogen Durchblick statt, da sind ganz 3 Ideen dran, wie ich digitale Medien mit jungen Menschen machen. Darin auch eine Anleitung, wie Junker können zu Influencer gehen. Wir wollen nicht, das ist nicht das echte Ziel, dass Junker hier pur Schwung promoten oder ihre Schmuck, was sie oft machen. Ziel ist, dass sie was in Urlaub tun, ein Thema, was ihnen wichtig ist, wissen, wie sie sich urleben, für das Thema catchy und interessant nach draußen zu bringen und andere Leute mitzurappen. Und indem sie lernen, das selber machen, lernen sie auch durchgucken, wie andere Influencer funktionieren, wie andere Influencer sie wollen beeinflussen oder in eine Richtung drängen. Das ist dann echt etwas für Junker. Also die 3 ganz einfach, alles gratis Tools, das heißt vom ZPB, die anderen nicht vom ZPB, aber ganz sinnvoll für sich anzubringen, mit pur Klicken im Internet. Über das Risiko muss ich sicher auch schwätzen. Fake News verbreiten sich schlagartig, Deepfakes möchte ich sagen, mehr kompliziert, sprich Video und Audio, die so manipuliert sind, dass sogar als sensibilisierte Person nicht wirklich schwierig ist zu unterscheiden, war das authentisch, war das fake. Polarisierung, selbst. Dadurch, dass die sozialen Medien die Stimmen, die am Herz der Scheit sind, die sind die am meisten gehört fanden, am meisten gedeelt gehen, wird die Diskussion immer mehr polarisiert und die mich stumm oder mich still, nicht stumm, die mich still mit, findet man gehört. Bon, die Regine sind als Chlormenglisch, Social Media, Filterblosen und die Algorithmen, die dahinter stehen. Social Media sind so programmiert, dass sie so funktionieren aus geschäftlichen Gründen, das ist kein Zufall. Den Byproduct, aus dem das Polarisierung geht, auf Fake News verbreitet gehen. Auch dort 2 ganz konkrete Tools, für ob die 2 zu wirken, also ob Leute gehen Falschnachrichten an Weiten oder Platzenlosen von den Filterblosen. In Reso, wo auch Lützeburg ganz aktiv ist, ist den EDMO-Reso, EDMO,
Und du gibt es das größte Reise von europäischen Agenzen, du hast Agence France Presse dran, RTBF, Union von ganz Europa, die Fact-Checking machen. Und es gibt eine Seite, die sieht hier, belux.edmo.eu, wo spezifisch auch Nachrichten aus der Belgien auf Lützeburg thematisiert, die ganz aktuell sind. Schon den Screenshot für eine halbe Woche gemacht. Wenn der halt gucken geht, sind noch mehr aktuelle Sachen drauf. Zu Lützeburg, wo Nachrichten geguckt gehen, an einen Fact-Check gemerkt. Auch das, ein, zwei Klicken, accessibel. An aktuell kann ich gerne teilen, einmal regelmäßig gucken gehen. Und dann noch ein zweiten Tool, den das vom ZPB einkehr, filterbubble.lu. Und zusammen habe ich auch noch B-Secure gemerkt für eine Jahre schon. Könnt ihr noch gerne gucken gehen einkehr. Geht das so einen kleinen Test, für zu gucken, wie Dave das dir selber an einer Filter bloß stierst, von der mit Jungen oder mit anderen Menschen zusammen schafft, zeigt nicht denen, das weiterzugehen. Das ist ziemlich einfach. Ihr kriegt 5 Fragen gestellt. Für eine Frage, sieht ihr auf sozialen Netzwerken, ja oder nee? Lässt da heinz du eure Kasch, ja oder nee? So der eure Meinung, wenn der lang steht mit der Meinung, ja oder nee? Und in den 5 Fragen kriegt ihr so eine kleine Ausschätzung, du bist nach vielen Dingen Filter bloß dran, du bist gut nicht dran oder so ein Mittelding. Voilà, da geht noch was, hat Filter bei mir gesagt gehabt für drin. Und dann kriegt ihr ganz konkret Tipps, wie ihr die Filter bloß könnt zum Platz bringen. Was die Idee von der Filter bloß ist, was dem mehr von demselben gesagt, wird es mehr schwer als Fake News von richtigen News zu unterscheiden. Das ist wichtig, dass wenn es schon nicht zum Platz bringt, dann ob man es so weit wie es geht. Gucken natürlich nicht im Detail, wenn ihr das nur merkt, könnt ihr selber im Detail gucken. Ganz konkret, wie kann ich mit meinem Handy, mit meinem Computer Ausstellungen machen, für das mein Filter bloß so weit wie möglich ist und so man wie möglich beeinflussbar gehen. Für die von ich die mit jungen Leuten schaffen, wo so alle Frohen oder Outro-Frohen, für das mit einer Jurengruppe, doch mit einer Gruppe, bis mit pädagogisch und so. Voilà, da ganz konkret Sachen, Leute Fake News, weiter von der Filterbubble, ab für Chancen. Ja, das wird von mir, von der frohen Hut, ich mir gesehen, dass Herr Neuer sicherlich noch beim Part zeigt, nicht schön zu schwätzen. Merci für den Austausch und merci für die Invitation. Vielmals merci dem Roman Schröder vom Zentrum für politische Bildung. Wir gehen dann über als Lastpräsentation von unserer ersten Party kommen, nämlich eine Präsentation über Medien erzählen, die ein bisschen wie weit geht in einem gewissen Sinn, wo vielleicht leider auch schon, wie wir gerade hören, und vielleicht auch in der digitaler Welt schon ein bisschen wie weit gegangen sind, oder vielleicht auch ein bisschen an der Welt verloren. Gehen wir mal Mira Sorrentino von Respekt.lu auf Bühnenbierde für eine Präsentation von ihrer Arbeit. Ja, guten Mittag. Auch vielmals merci Ranke für das Invitation und diese flotte Échange. Wie den Herr Mock schon gesagt hat, sind wir mal ein bisschen mehr vielleicht pessimistischer Präsentationen wie ich gebe dann als erstes mal ein Respekt.lu vorstellen. Gedroht die mir von der SBL, SOS Radikalisation, und es geht seit 2017. Wir sind konventioniert mit dem Familienministerium und hat Leben gerufen gegen nur den Attentat 2016, der zu Brüssel und noch zu Paris geht. Du gab den Aufruf, dass alle Pays-Membres, alle États-Membres eine Auflaufstelle soll tun, wo sich Personen können wenden in Bezug zu der Radikalisierung. Wir haben 3 Missionen. Das ist erstens Mission von der Prävention. Das ist auch in diesem Kader, wo wir heute sehen, oder respektive wo ich heute sehen. Und in diesem Kader geht es darum, präventiv Ursätze zu finden, für radikale Tendenzen zu erkennen, zu identifizieren, aber auch ihnen entgegenzuwirken. Wir befassen uns mit religiöser Radikalisierung, thematischer Radikalisierung und auch politischer Radikalisierung, also noch zuständig für Sekten. Wir von der Radikalisierung per se nicht problematisch. Wenn keine Radikalfrage hat, dann wären wir heute zu viel Männer beispielsweise heute. Radikalisierung ist für uns da problematisch, wenn Gewalt spielen könnte, das heißt, wenn das legitimisiert wird oder justifiziert wird, für ein Ziel zu erreichen.
Mir auch legalistische Strömungen sind mir als problematisch und das sind die beispielsweise für einen autoritären Staat sind, und probieren als ein demokratisches System zu bannen, mehr autoritär zu gestalten oder Futti zu machen. An dem Wolle von der Prävention gehen wir natürlich auch Weiterbildungen an hun wie die Mischvereine auch eine Präsenz auf den sozialen Medien, das heißt auf TikTok, Instagram, Facebook und auch ein Newsletter. Ich profitiere dann auch davon, eine Webserie aufmerksam zu machen, indem wir an Zusammenarbeit mit dem Regisseur Lukas Krevis gedreht haben. Das ist aus einem Lützburger Kader entwickelt worden. Und es handelt sich hier um 5 Episoden. Es geht durch die Protagonist E-Radikalisierungstrajektoire, ob das spirituell ist, linksextrem, rechtsextrem, misogyn, aber auch Hate Speech geteilt thematisiert. Und zwar durch den Protagonist Carlo, dem das zum Verhängnis geht. Hate Speech ist eine andere ein Porte d'entrée für einen Radikalisierungsprozess, mit dazu kommen wir noch mehr später. Wir sind übrigens dann auch ganz hilfreich. Ich möchte den, dass als Webserie, das ja also die Inside of the Outsider heißt, das hat man schon nicht gesagt, das ja beim Lützburger Filmpreis nominiert wurde, an der nämlichen Kategorie wie Kapitani. Dann sind wir natürlich auch zuständig für die Begleitung von Personen, die sich in einem Prozess von einer Radikalisierung befinden, sowie aber auch eine unterstützende Offer für deren Umfeld, ob das Familie ist, Kollegen, die CEPAs, der Patron, wie noch immer. Das heißt, voilà, da kann ich immer wandern, du tut uns wandern. Doch die Fake News und Desinformationen können hier ein Porte d'entrée für einen Radikalisierungsprozess oder für eine Radikalisierung konstituieren. Den dritten Volley von unserer Mission ist die Distanzierung von der gewalttätigen Ideologie und auch Deradikalisierung. Und das ist für die Leute, die an extremistischen oder an gewalttätigen Ideologien, Gruppierungen rangerodet sind. Das ist ein langer Prozess, das ist eine Arbeit, die intensiv ist, und wie eure Radikalisierungstrajektoire ist nicht linear. Am Kader von unserer Arbeit gebe ich dann auch einen Programmdialog statt Hass vorstellen, den wir 2021 an Leben gerufen haben. An dem Programm schaffen wir mit Autoren von Hate Speech, die an den digitalen öffentlichen, mehr auch am analogen öffentlichen Rahmen durch Hassreden und Konflikte mit dem Gesetz geraten sind. Hate Speech ist verankert am Code Penal in dem Artikel 457. Die Leute gehen da meistens über das Signalement gemeldet bei der Be-Secure Stopline. Mit vereinzelt sind Leute auch schon bei uns gekommen durch Planten von Individuen. Das sollen Partizipanten sich aktiv und im Programm beteiligt tun und das sind dann erfolgreich aufgeschlossen geht den Dossier dann normalerweise auch vom Parquet klassiert. Und das Debüt von dem Programm also dann unter anderem auch ein Alternativ dazu zu bieten, von den justifiablen Konsequenzen, die schon gehen, notamment einen Geldstrafe zu kriegen oder es kann auch durch Hate Speech an die Prison kommen. Es ist so, dass wir 2022 mit 31 Fällen von Hate Speech befasst waren. Heute sieht da als 12. Und aktuell haben wir 27 Fälle, das Jahr, die am Kader von dem Programm Dialog statt Hass bei uns kommen. Müssen aber dazu aber betonen, dass uns Zuhören als nicht erlauben, irgendwie eine Ausschätzung von einer Radikalisierungstendenz zu Lützeburg zu erfassen. Wir repräsentieren just Fall, mit denen wir als Respektpunkt der LU befasst waren. An dem Programm Dialog statt Hass behandeln wir folgende Themen, da das erstens mit Meinungsfreiheit an hier Limiten. Oft kriegen wir von unseren Klienten gesagt, ja, ich habe doch schon meine Meinung gesagt. Hass ist keine Meinung. Wir kennen wahrscheinlich auch den Paradox von der Toleranz aus der Philosophie, das heißt, wenn ich alles tolerieren, da bewegen wir uns irgendwann in einer intoleranten Gesellschaft. Dann haben wir auch eine andere Diskurskompetenzen, die wir mit unseren Partizipanten so behandeln. Das ist so, dass besonders auf den sozialen Medien nicht immer evident ist, sich inhaltlich zu debattieren und zu diskutieren, weil auch meistens die Nuancen fehlen. Dann schaffen wir auch mit der Deliktbearbeitung, da geht es unter anderem darum, wer also die Wahrheit dazu kommt, dass die Person die Kommentar gepostet hat. Diskriminierung, also ein großes Thema, Perspektivewechsel, Hate Speech hat natürlich negative Konsequenzen für die Membern von den Gruppen, gegenüber die gehetzt gehen aus. Beispielsweise für uns 2 Jahre waren wir am Kontext auch von der Pandemie mit ganz vielen antisemitischen Kommentaren befasst, die an anderem Tor relativisiert tun, durch die Vergleiche zugehen. Und da waren wir mit diesen Partizipanten zu St. Fontaine am Kloster. Das ist ein pädagogisches Offer, die vom Assanjot auf vom ZPBU geboren wird.
Der letzte Modul, den man natürlich an unserem Programm Dialog statt Hass behandeln, sind Medienkompetenzen. Da geht immer anderen auch um Viralität, die Gruppendynamiken, die auch an der Kommentarspalte ganz oft können stehen, und natürlich auch die Algorithmen, die nicht immer oder meistens nicht transparent sind. Am Programm Dialog statt Hass ist es aufgefallen, dass es oft den Partizipanten an der Gruppe und in den nötigen Medienkompetenzen fehlt, für sich als emanzipierte Bürger und an dem öffentlichen Raum und in den gesellschaftlichen Debatten, die den Roma auch schon angesprochen hat, zu beteiligen. Wir fanden die Mann schuld, wenn wir davon als Partizipanten gesagt kriegen, ja, da das mal geschieht, an ich habe Facebook gelöscht, ich habe meinen Account gelöscht, und ich gehe nicht darüber. Das ist nicht der But von unserem Programm. Maîtrise von dem Outil numérique, wie manchmal Facebook und wie Konto, wie telechargieren ich eine Applikation, wie schreiben ich auf WhatsApp, also nicht immer synonym mit den Medienkompetenzen. Wir fanden das auch kritisch denken, ein essentiellen Komponent für die Medienkompetenzen durchstellt. Wir an einer Zeit, an der Sozialmedien ganz oft von Hate Speech, Fake News, aber auch von polarisierendem Contenu geprägt ist, fand ich es umso wichtig, die Grundlage von einem respektvollen Dialog, an einer gesunden, aber auch kontroverser Debattekultur auch online können zu etablieren. Die neuen Technologien oder auch nicht so neue Technologien haben es nicht mehr möglich, die Contenu zu konsumieren wie früher mit den Massenmedien. Mit durch sie sind wir auch die Produzenten und Distributeuren von diesem Contenu gehen. Wir gehen da mal gerne Beispiel von den Memes, die ja auch reproduziert gehen durch hier Nutzerinnen und durch auch kulturelle Valeuren gewonnen. Das die auch aber durchaus ein demokratisierenden Feature durchstellt. Wir sind da auch immens hilfreich, dass wir sind immens hilfreich, dass unser Projekt kritisch denken und respektvoll mitdiskutieren, noch im Kader von dem Plan d'Action National d'Inclusion Numérique zurückbehalten wird. Das ist so, dass man einer interaktiver, multimedialer Online-Formation vor allem die Möglichkeit bieten, sich verantwortungsvoll durch die digitale Landschaft, die aber nicht so immer evident ist, sich zu navigieren. Und da folgten Fragen auch zu stellen. In anderem ein ganz essentiell froh als wie kann ich mich dann als Bürger und in den gesellschaftlichen, öffentlichen und kontroversen Debatten respektvoll beteiligen? Was sind die legal gesetzlichen Limite von der Meinungsfreiheit? Was konstituiert überhaupt den öffentlichen digitalen Raum? Also nicht Stamine, ganz oft sind sich Leute nicht bewusst, die auch am Kader von unserem Programm Dialog statt Hass kommen, dass das, was ich an den sozialen Medien suche, was ich auf Facebook posten, nicht das nämlich ist, wie wenn ich mit meinen 3 Kollegen aus dem Fußballverein im Stamine sitzen. Alles über 5 aus dem digitalen öffentlichen Raum. Unter anderem aber befassen wir uns auch mit den Fragen, die Messagen befassen, wie beispielsweise, wen hat diese Message oder Contenu kreiert, und mit was für einem Bild. Wir haben sich Interesse supportiert, diese Contenu, aber wir haben sich Interesse supportiert, diese Contenu nicht. Wir sind Publik cible von diesem Contenu, was für Informationen sind ausgelost gehen, und aus welchem Grund, was für Valeuren, Point de vue, Perspektiven und Ideologien gehen an diesem Contenu repräsentiert oder fehlen an diesem Contenu, auf für was fehlen sie. Und natürlich auch ganz essentiell, für was resoniert diese Contenu mit mir persönlich. Das Weiterbildung werden wir auf der Learning-Plattform Ausbildung anbieten, und die wird am Juni lanciert gehen. Und da schaffen wir momentan ganz fleißig drunter. Voilà. Also das liegt zugänglich, verständlich, mit einer adaptierten Didaktik auch, und natürlich auch gratis. Und da sind wir natürlich auch immer froh, das Zentrum für politische Bildung, der Kanner Jugendtelefon und der Clubhaus ob der Heet als Partner an Bord zu holen für dieses Projekt. Das Ganze geht dann durch Quizzer, interaktive Exercice, sowie auch Video in einem Mini-Format durchgestaltet. Und wir wollen so mal die Möglichkeit bieten, die Möglichkeit von der Digitalisierung ausbieten und das auch können zu nutzen. Die Publik cible von unserer Weiterbildung sind Leute, die vielleicht nicht die Chance hatten, sich die nötigen Medienkenntnisse und Kompetenzen anzueignen. Oder so von den 31 Fällen, die mit letztes Jahr vom Parquet, wenn es Hass wird, geschickt Routen, waren da 25 über dem Alter von 30 war 40. Es handelt sich also heute nicht die Digital Natives. Das soll natürlich keine Illusion sein, dass Hass wird, just ein Problem von einer Demografie aus, die vielleicht nicht die Chance hat, ihre Coming of Age mit dem an ob die sozialen Medien zu tun. Das ist so, wenn die Young Hate Speech beginnt, was sie definitiv auch machen, dann ist das meistens in einem Pseudonym, Akronym, das meistens auch in einem englischsprachigen Raum beispielsweise, wo da viel mehr schwer ist zu retracieren, wen den Autor von dem Contenu ist, oder an anonymen Foren oder Chatbots wie beispielsweise 8chan, 4chan oder Reddit.
oder an unkryptierten Chats. Desinformation ist natürlich auch etwas, was von extremistischen Akteurinnen instrumentalisiert wird, sowie auch Fake News, Polarisierung und Hate Speech. Und wie ich schon gesagt habe, können das ein Portentry für den Radikalisierungsprozess durchstellen und diesen Prozess natürlich auch facilitieren. Heute haben wir beispielsweise auch ein Animationsvideo mit der Firma Brainplug gemacht über Polarisierung, ein Offline-Phänomen, den aber online auch ganz oft durch die verschiedenen Algorithmen gefördert wird. Das ist auch extrem wichtig und wichtig online, ob die extremistischen Kontinuen an extremistische Narrativen aufmerksam zu machen und sowie auch die Narrative, die du propagiert wird, und mit was für einem Bild das propagiert gehen, und was für einen Einfluss auch du unter die Algorithmen können haben. So will man natürlich auch aufmerksam machen auf das mediale Environnement und auch, wie den Roma schon angesprochen hat, Filterblosen und Echo Chambers, die durch die ganzen Algorithmen zustande kommen. Für was lande ich beispielsweise auf YouTube, wenn ich mal ein Video über das Schwarzloch will gucken oder ein Video, weil ich mich über Fischelcher interessiere, und auf einmal lande ich bei einem Podcast. Bei einem Podcast hat jemand erklärt, dass Queen ja eigentlich Reptiloid ist oder dass es viele eigentlich Drohnen sind, die von der CIA gesteuert werden. Oder wenn ich auf TikTok sehe, wenn ich mich für Sauerbrot interessiere, ich bei einem Influencer-Land, in dem man da sieht, dass meine Rolle als Vater eigentlich die ist, dass ich meinen Mann in einer Woche sehe. Voilà, also so sehr kann es gut mit dem YouTube-Rekommendersystem, auch noch mit dem TikTok-Algorithmus. Das haut nicht schwer, auf diese Information zu stoßen oder auch auf Propaganda an extremistischen Kontinu. Und die sind natürlich auch immer so gestaltet, dass sie extrem Emotionen hervorrufen und da auch extrem Überzeugungen legitimisieren. Weil den Romat auch schon angesprochen hat, die ganzen Algorithmen sind auch darauf ausgesteuert, dass sie einen polarisierenden Debat könnt. Wenn ich etwas auf den sozialen Medien kommentiere und auf Facebook kommentiere, dann meine ich das nicht mehr für mich, aber ich weiß, dass da ein Incentiv von den drunter ist, das ist der Like-Button, das ist der Retweet-Button, das ist die Kommentarfunktion. Und die mir extrem kontinuierlich, die gehen dann auch vom Algorithmus gefördert. Ich fand es aber dann auch wichtig, zum Schluss, ob die dann trotzdem aber mir neue Phänomene aufmerksam zu machen, wie beispielsweise auch KI, die ganz Influencer-Geschichten, die ja aber auch an dem extremistischen Bereich, die du aber auch gehen, sowie auch an der popkulturellen Sphäre, wo dann kontinu an dem Moment wirklich instrumentalisiert wird für einen anderen Agenda. Und ja, wenn du nur noch Fragen hast, stehe ich natürlich auch ganz gerne zur Verfügung. Mein Part. Vielmals merci de Mira Sorrentino für Respekt.lu. Wie schon gesagt, vielmals merci den 3 Partizipanten von diesem ersten Teil, die als heute ein bisschen hier Arbeit Minute tun, ein bisschen gewesen, was Lützeburg für Akteure und Initiativen gehen, für sich eben mit den neuen Technologien und den neuen Medien auseinanderzusetzen und eben auch zu garantieren, dass die Medien können verantwortungsbewusst benutzt werden. Ich gehe beim nächsten, für den zweiten Teil, gehe ich auch auf Französisch wechseln, für eben du als table ronde anzulegen. Donc je vais passer au français pour notre deuxième partie de l'événement. Donc notre table ronde sur le thème de l'inclusion numérique dans la formation professionnelle. Donc je vais commencer par notre modérateur qui sera Edwin Schemann de Pétillance. Il y aura Claudine Carigère du service des médias, de la connectivité et de la politique numérique du ministère d'État. Madame Sophia Coupa de l'Agence pour le développement de l'emploi du service formation des demandeurs. Et Monsieur Marc Ziner du ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse du service de la formation professionnelle. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Comme déjà introduit par Monsieur Ben Max, je suis Edwin Seman de Pétillance, je serai le formateur pour cette table ronde ici, seulement pour
regarder la structure ou l'événement maintenant, on va commencer par les introductions par les différentes participantes. Et après, on va passer aux discussions. Et à la fin, on va avoir le Q&A, les questions et les réponses. Alors, si vous voulez commencer seulement par une petite introduction pour que les personnes aussi savent ce que vous faites et aussi vos rôles dans vos différentes tâches. Allez-y, peut-être que vous voulez commencer. Oui, bonjour. Je m'appelle Claudine Carigère. Je suis économiste et conseiller politique au service des médias, de la connectivité et de la politique numérique, qui est un service qui travaille dans le contexte infrastructure de télécommunications, nouvelles technologies et connectivité mobile, surveillance de l'évolution en AI, etc. Et moi, j'étais en charge de la coordination des compétences numériques et de la politique des compétences numériques sur le plan national. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Safia Cooper. Je suis un peu nerveuse. D'habitude, j'ai l'habitude de parler derrière un PC, donc digitalisation. Voilà, je suis responsable des formations upskilling, reskilling au service de la formation pour les demandeurs d'emploi à l'ADEME. Je coordonne notamment 12 à 15 projets par année d'inclusion, réinsertion à l'emploi. Et c'est vrai que là, ce sujet m'intéresse beaucoup parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans que la transformation digitale, les métiers ICT, TIC, sont devenus une grande importance dans notre stratégie aussi à l'ADEME, mais même à un niveau national et voire européen. Donc voilà. Bonjour, mon nom est Marc Ziner, je suis directeur adjoint à la formation professionnelle, surtout responsable des dossiers de la formation initiale, donc la formation de tous les métiers des 3 niveaux qui existent au Luxembourg, le CCP, DAP, DT, où la digitalisation prend de plus en plus un grand rôle, qui peut-être est souvent un deuxième rôle de digitalisation à part de la digitalisation globale, disons, dans la journée, quoi. Merci beaucoup. Je vais passer aux questions et aussi peut-être pour les lier au projet qui étaient présentés en avance avec l'ADEME, peut-être pour seulement savoir quel autre projet ou quel autre service est-ce qu'on peut voir ou semble pertinent pour les personnes qui sont demandeurs de l'employé. Quel autre service au sein de l'ADEME? Oui, autre service en liaison avec ceux qu'on a vus maintenant, seulement en vue de, en formation d'emploi et comment est-ce qu'on peut développer ses compétences numériques et quel service est-ce que l'ADEME a pour les personnes demandeurs d'emploi. Nous, on travaille aussi énormément avec le ministère de l'Éducation et on est très reconnaissant, notamment parce qu'on a que ce soit à travers le service formation adulte, SFA, ou même le service formation professionnelle. On a développé de nombreux partenariats ces dernières années aussi au niveau de la formation, que ce soit les chambres, que ce soit des instituts de formation agréés. Et même rien qu'au sein de l'ADEME, on a plusieurs étapes de rapprochement, que ce soit au niveau de la formation, une réorientation possible. Et donc, pour ça aussi, on travaille avec de nombreux ASBL, initiatives sociales. Donc voilà, il y a plusieurs pistes, mais c'est quelque chose qu'on essaye aussi de renforcer un peu plus dès l'entrée, dès l'inscription du demandeur d'emploi. On essaye justement de leur donner toutes les options et de déjà un peu voir quelle est son orientation et est-ce que la digitalisation doit jouer un rôle dans son projet professionnel. 85% du temps, oui. Mais... Merci pour passer peut-être à le partenariat alors. Comment est-ce que, ou quelle formation est-ce que semble pour le service de formation continue ou professionnelle le plus pertinent pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou à la recherche d'emploi ou même employés dans ce cas-là? Quelles sont les formations, comme déjà dit, qui sont les plus pertinentes ou utiles pour les personnes? Bon, là, on parle plutôt de formation continue, formation professionnelle continue, où je crois que le contenu et le niveau des formations, il est très variable parce qu'on a une très, très grande différence de niveau dans la population. Déjà, à la base, d'où ils viennent, de quelle formation,
combien de formations ils ont fait dans le passé, quel âge ils ont, et combien pas peut-être seulement de la formation continue, mais aussi de l'intérêt qu'ils ont mis dans tout le volet digital de leur métier, de leur environnement. Donc c'est difficile à dire qu'une formation sur Java, pour dire quelque chose, est plus importante qu'une formation sur Outlook. Très simple. Comment formater un mail correctement. Vous avez parlé des différents niveaux, des différents secteurs aussi peut-être qui sont là dont, on peut dire dans la même idée de développement. On peut peut-être passer à l'SMC, comment avec le Digital Skills and Job Forum, est-ce que c'est le forum ou la coalition, pardon, Oui, de la Chambre des commerces et la Chambre des métiers et des artisanats. Qu'est-ce que c'est exactement pour les personnes peut-être qui ne savent pas et pourquoi est-ce que c'était créé? Oui, c'est en général, à mesure que les nouvelles technologies, le rythme de l'automatisation et Generative AI, etc., s'accélèrent, on voit que les talents du numérique disponibles sur le marché n'arrivent plus disponibles, ne couvrent plus les besoins du marché. Et cela vaut aussi pour les compétences numériques de base, car saviez-vous par exemple que le Luxembourg est le premier pays en Europe où 47% des salariés ont une occupation où ils passent quasiment toute la journée avec le PC, le laptop, un iPad et autres, donc des outils digitaux. Et les experts disent par rapport à ce phénomène que 30 à 40% de ces occupations seraient facilement substituables. Donc, on était l'ASMC, le ASMC du ministère d'État, ensemble avec la Chambre de commerce et la Chambre de métiers. On est conscient de cette situation et on a, depuis 5 ans déjà, on s'est mis ensemble pour organiser et pour financer une plateforme qui s'appelait avant Digital Skills and Jobs Coalition et où maintenant, à l'occasion de l'année des compétences 2023, cette année-ci, donc l'année des compétences, on a voulu la moderniser et la relancer sous le nom digitalskills.lu. Et nous parlons plus de coalition, nous parlons maintenant de Digital Skills Platform. Ok. Excusez-moi alors pour le confondu des différents noms. Vous avez déjà parlé qu'en avenir, ça va être un peu plus difficile à vraiment s'y mettre pour être ou se développer digitalement ou numériquement avec la même vitesse que le IA le fait, le CAI, comme vous avez dit. Est-ce qu'il y a pour l'avenir d'autres projets qui seront peut-être envisageables pour le rendre un peu plus facile ou aussi possible pour les personnes pour aller assez vite avec le temps et avec le numérique possible? Je peux parler concernant la Digital Skills Platform, ce que cette plateforme elle peut fournir. Elle est à la base une plaque tournante qui fournit de l'information sur les compétences numériques. Et en cela, on coopère avec l'INFPC qui nous soumet en fait que les formations du digital. Donc, ils ont greffé un filtre sur toutes les formations disponibles et permettre à la plateforme Digital Skills d'en extraire les seules formations au digital. Et dans le cadre de la Digital Skills Platform, nous faisons aussi des événements. D'abord, on peut en devenir membre.
Nous comptons actuellement 60 membres et si d'aucun entre vous est intéressé, il peut se manifester pour devenir également membre. Nous organisons des événements soit en personne, soit virtuels, donc des webinaires sur des thématiques qui touchent aux digital skills, comme par exemple l'upskilling et le reskilling, ou certains projets ou des initiatives de formation pour des skills en AI ou le 5G. Nous avions dernièrement une séance pour les space technologies. C'est ça. En plus, nous utilisons la Digital Skills Platform pour une action très particulière. C'est que nous permettons à des entreprises qui se sentent motivées d'un point de vue responsabilité sociale de rencontrer des porteurs de projets et des associations, peut-être quelques associations, peut-être que quelques personnes d'entre vous ont déjà participé à ce genre d'événement. Cette rencontre, nous faisons cela sous le label Digital Skills Matchmaking. Et dans le cadre du Digital Skills Matchmaking, nous organisons du coaching pour les entreprises qui veulent donner quelque chose et du coaching pour des associations ou des porteurs de projets qui ont des besoins. Et les rencontres ont lieu dans les prémices de l'ICT Spring par le passé, car l'ICT Spring va maintenant arrêter et hopefully continuer avec sous un autre format. Nous allons refaire ce genre de Digital Skills Matchmaking également l'année prochaine et nous espérons que plein de partenariats vont se former. Ok, merci. Vous avez parlé du matchmaking, du digital matchmaking. Je vais peut-être passer à l'ADEME. Alors, si on parle du matchmaking en tant que comment est-ce qu'on peut être sûr ou comment l'ADEME est-ce qu'elle assure que les demandeurs d'emploi disposent des compétences numériques utiles et aussi qu'ils ont besoin nécessaires dans leur vie de tous les jours? Alors déjà, le matchmaking, c'est une des tâches les plus difficiles pour nous. On a, déjà, juste pour... l'an dernier, en 2022, on a eu 3900 postes en métier ICT, métier TIC, pour 0,17 demandeurs qui pouvaient répondre à ce poste. Donc on a un skills gap énorme. Et en fait, avec la reconnaissance de où est-ce qu'ils en sont digitalement, au niveau basic digital skills, intermédiaires ou spécialisés dans des métiers qu'on demande dans les études informatiques, développeurs, etc. Et pour l'instant, je suis très honnête, on est co-déclaratif. Quand ils s'inscrivent sur leur CV et puis ils mettent les recherches d'emploi, on le cross-check avec leur expérience précédente ou leur diplôme. Et puis voilà, ils peuvent faire plusieurs recherches. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de faire une étude, une analyse de marché. On voudrait justement pouvoir trouver un outil de digital mapping comme un bilan de compétences numériques, mais on en a pour les MS Office, Computer Skills, Basic, mais on n'en a pas pour d'autres. Et on trouve que les Basic Digital Skills au niveau des bilans sont vraiment très basiques, MS Office. Et là, en fait, on souhaite justement rajouter qu'est-ce la cybersécurité, en quoi est-ce qu'elle est présente dans quasi 80% des métiers, même peut-être sans se rendre compte qu'est-ce ChatGPT et comment l'utiliser à son avantage. Et là, on est en train de faire une analyse de courbe. On a en plus déjà discuté notamment avec Claudine et son équipe. On regarderait pour un outil sans doute européen.
Et l'an prochain, oui, on souhaite vraiment qu'à l'entrée, cette année, on a ouvert le Sprachentest, donc pour quand nos participants s'inscrivent, ils peuvent faire un bilan compétences linguistiques. Et en fait, on voudrait faire la même chose au niveau Digital Skills, parce qu'on se rend compte que, afin d'aborder le problème du Skills Gap, il faut déjà savoir un peu où est-ce qu'ils en sont vraiment. Mais on a quand même d'autres façons aussi. C'est qu'on a une belle offre de formation réinsertion, orientation professionnelle, enfin, on le met sous cette catégorie, et dans chaque formation, on y tient vraiment à leur mettre justement une petite bilan de compétences, tant linguistique que numérique, tant compétences transversales. Ça aussi, ça nous aide parce qu'ils peuvent faire des petites formations d'orientation pour concrétiser le projet professionnel ou peut-être même en redéfinir un nouveau. Et là-dessus, ça nous permet effectivement de regarder quels sont les transferable skills, donc qu'est-ce qu'ils ont déjà travaillé auparavant, où on peut le transférer dans des métiers plus numériques et plus demandés actuellement. Et là, voilà, donc on est vraiment dans le processus, mais il faut savoir que c'est vrai que nous, on a vu une augmentation depuis 2015 dans les métiers TIC, mais c'est vraiment surtout depuis ces 2-3 dernières années qu'on remarque vraiment, parce qu'en fait, il y a des nouveaux métiers TIC qui se créent quasi en continu. Donc, voilà. Okay. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, exactement. Je pourrais aussi passer alors à une question plutôt à vous trois aussi, pour le rendre peut-être un peu moins évident même. On peut demander si on voit que le temps change et aussi le numérique se développe dans une vitesse vraiment rapide où personne ou presque personne ne peut s'y habituer vraiment à l'utiliser dans les vies de tous les jours. On avait déjà vu ici, et vous avez parlé du ChatGPT, comment l'utiliser davantage, parce que moi je sais aussi de la plupart des personnes qui l'utilisent et disent ça ne marche pas, c'est parce qu'on probablement ne sait pas exactement comment l'utiliser. Parce qu'il y a autant de différentes questions à demander et aussi. Moi, je dis toujours, si on dit le PC ou l'ordinateur, il ne comprend pas, non, je crois que c'est l'inverse, normalement. C'est l'ordinateur qui nous ne comprend pas dans le contexte qu'on nous donne, etc., etc. Et avec cela, est-ce qu'on a peut-être une vision ou une idée comment est-ce que le marché d'emploi il s'évolue en regard sur cette inclusion numérique et aussi sur tout ce qui est les métiers numériques? Alors à vous trois, que vous pouvez décider qui veut peut-être y répondre. Oui, concernant tes propos sur la bonne utilisation de ChatGPT, le fait seul de faire formuler une bonne question, on appelle ça formuler des prompts. Mm-hmm. Et déjà, pour formuler ces bonnes questions, peut-être un peu avec quelques lignes de code, etc., c'est un nouveau type de métier qu'on appelle les AI Prompt Engineers qui est en train de se développer. Avant, on parlait de influencer, mais l'influenceur est devenu un nouveau genre d'occupation aujourd'hui, quasiment à part intégrale. Oui, et d'autres métiers encore dans les réseaux sociaux, évidemment. Je dirais pour notre part, dans la formation professionnelle, et la formation professionnelle, elle est avant l'insertion professionnelle dans les métiers. Tous nos métiers sont devenus en quelque sorte des métiers IT. Du métier qu'on ne pourrait pas le croire que c'est... qu'il y a des connaissances IT nécessaires pour le faire, que des métiers où on le dit un informaticien ou un programmeur, oui, là c'est clair. Mais dans tous les métiers, si on regarde les métiers du chauffage sanitaire par exemple, avec tout le développement des pompes à chaleur, des réparations à distance, pour beaucoup d'interventions, il n'y a plus un technicien qui passe, non, il se connecte de quelque part dans le monde sur votre maison, sur votre pompe, sur votre installation à la maison. Donc, le challenge dans le futur est
d'insérer les connaissances numériques du métier propre et les connaissances numériques de base. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir à la base pour pouvoir comprendre comment? Parce que quelque chose qu'on apprend à quelqu'un aujourd'hui, dans 5 ans, la machine, elle n'existe plus, elle n'est plus là. Il y a une autre machine. Donc, former les gens à pouvoir se familiariser avec la nouvelle machine qui sera là ou la nouvelle technique qui sera là. C'est ça, à mon avis, un des plus grands challenges qu'on a. Ce n'est pas de former quelqu'un sur un iPhone 10. Demain, il y aura l'11 et 12 et 13 et 14 et on en passe. Donc, donner les compétences à quelqu'un de se mettre de lui seul dans la formation sans devoir le mettre dans une classe. Et à ça, moi, je rajoute vraiment la formation professionnelle continue. C'est tout au long de la vie. C'est vocational training, c'était à la base l'esprit très américain de upskilling continuellement, parce que voilà, dans les startups. Et moi, je dirais au Luxembourg, enfin nous ici à l'ADEME, on a 2 grands services, service demandeur d'emploi et service employeur. Et la formation professionnelle continue pour nos demandeurs d'emploi est la solution dans le cadre de la plupart des demandeurs d'emploi. Ils vont avoir les indemnités de chômage pendant une durée maximale de 12 mois. Il faut qu'on trouve du upskilling ou des formations certifiantes ou qui sont reconnues par les employeurs, mais de manière formation professionnelle continue. Or, j'ai été au Job Day, au Employers Day il y a 2 semaines et j'avais fait le tour du secteur, surtout ICT. Et je leur ai dit que la plupart de mes participants qui réussissent Java, on a des formations en Python, on a des formations Business Intelligence, Business Analyst, Data Analyst. Et je dis, vous ne me les recrutez pas. Je dis, pourquoi? Ils sont formés. Ah oui, ils n'ont pas le master ou quoi. Et ça, c'est un gros souci, c'est que nous, on remarque que les employeurs, ils tiennent encore au diplôme Bac plus 3 ou 5, ce que je comprends tout à fait. Mais quand tu leur demandes, OK, mais tu voudrais voir quoi dans ce diplôme? Je ne sais pas. Et c'est notre problème en continu, c'est qu'en fait, même l'employeur, tellement que les métiers évoluent, tellement qu'il y a 3 ans, ChatGPT, moi, on m'en parlait déjà et je me suis dit, ouais, OK, c'est bon, c'est ma fille qui va m'apprendre ça. Or, c'est pas vrai, ça fait maintenant, on y est, je l'utilise, j'arrive bien à l'utiliser, je l'utilise au bien de notre service, mais un employeur face à moi ne va pas savoir ce dont ses besoins sont dans 2 ans ou 5 ans. Et c'est pour ça que si on arrive, nous, à l'ADEME, on a... Surtout au niveau de la formation, on a déjà le rôle de réinsérer un demandant d'emploi pour un emploi durable. Donc c'est vrai que les métiers en IT, c'est le métier le plus en pénurie actuellement. On a plus de 7000 postes actuellement déclarés depuis 2021 dans ce métier et on n'arrive pas à répondre à la demande et on voit que les employeurs déclarent de moins en moins chez nous parce que la tendance... Ils pensent qu'on n'a pas les demandeurs d'emploi formés. Or, ce n'est pas vrai. On développe de plus en plus de formations continues, mais ils veulent encore le master. Sauf qu'on a fait une grande recherche à travers l'Europe. Ce n'est pas encore très, très fréquent dans un bachelor ou un master informatique ou lié à des métiers éthiques que tu vas même voir les outils d'aujourd'hui qui demandent. On ne voit pas forcément le data analyst dans les bachelors métiers éthiques. Et donc ça, c'est aussi un grand souci. Et c'est pour ça que moi, notre message ADEME aux employeurs, ce serait qu'ils reconnaissent un peu plus la plus-value de la formation professionnelle continue que le MENG essaye aussi de promouvoir. Parce que pour moi, c'est ça l'avenir. Si on est dans un monde évolutif, transformation digitale, il faut du upskilling constamment. Et on ne peut pas tous retourner à l'UNIF à chaque fois pendant 5 ans. Oui, bien sûr. Si on passe peut-être à une autre perspective dans ce cas-là, si on a toujours des personnes, comme tu as dit aussi, que parfois, il y a des personnes qui se disent « Ah oui, mon fils, ma fille vont m'expliquer ou me dire comment ça marche. » Et pour les personnes, comment est-ce qu'on peut s'adapter ou le rendre plus... on peut dire, attractif aux personnes qui sont sceptiques ou peut-être même opposées
au développement ou à l'inclusion numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour les vraiment prendre avec pour être sûr qu'on peut les réinsérer ou réintégrer dans le marché de l'emploi? Je dirais qu'on doit leur prendre la peur du nouveau et de leur donner des idées et des moyens de pouvoir essayer sans que ça casse directement. S'ils doivent essayer auprès du patron ou dans un test ou des situations de test, ils sont directement dans l'échec. Il faut leur donner par des formations les moyens d'essayer, de s'y mettre eux-mêmes et pas de laisser faire ou de dire non. Là, 3 boutons, non, j'arrête, je continue plus. Oui, je pense aussi que le gouvernement peut avoir une mission d'information, d'aider aussi à la démystification. Par exemple, depuis quelques années, nous prenons un MOOC, un Massive Open Online, un cours en ligne massif finlandais qui s'appelle Elements of AI. Et nous prenons ce cours pour l'accorder gratuitement à la population, disons à une population un tout petit peu informée pour motiver pour les compétences en AI, pour démystifier ce phénomène. Et oui, c'est donc informer davantage ou comme le plan pour l'inclusion numérique et toutes ces journées ou séances d'information du ministère de la digitalisation sont... Et l'ADEME a aussi des programmes d'information. Je ne parle pas du ministère de l'Éducation où nous avons entendu B-Secure et plein d'autres. Je pense que là, c'est déjà une bonne base pour aider à enlever la peur. Je l'ai déjà dit, mais c'est important aussi qu'on leur dise si pendant 15 ans, on a exercé un métier, je prends le métier, oui, ça peut être assistante administrative, temps électricien, on a acquéri des compétences qu'on peut facilement transférer d'un métier à un autre, et notamment vers la digitalisation. Et je pense que c'est la manière dont, nous, c'est un mot qu'on utilise souvent aussi, la démystification, en fait, c'est tout simplement décomposer les métiers ou les compétences digitales et justement essayer de trouver surtout la bonne voie. Pas tout le monde va faire du Python, pas tout le monde va faire du data analytics, mais nous, ce qu'on remarque, c'est une belle tendance qu'on a beaucoup d'employés sur les marchés financiers qui ont peut-être eu des postes que maintenant on a vu, l'exporting vers d'autres pays ou une automatisation de ces métiers. Et en fait, on essaye de transférer leurs compétences acquises. Et en fait, il s'avère que la plupart pourraient facilement faire du data analytics ou du business intelligence. Et donc, on essaye vraiment de trouver des routes pour pas qu'eux, ils se sentent... le but, c'est de ne pas leur refaire peur ou de repasser par un traumatisme. La perte d'emploi, c'est déjà pas évident pour la plupart de nos demandeurs d'emploi. Donc, on essaye de trouver vraiment une plus-value à leur expérience déjà acquise et de monter, en fait. Mais c'est vraiment la démystification. Et oui, ça se fait par le biais de la sensibilisation, digital skills, le ministère de l'Éducation aussi. Je pense qu'on a assez de plateformes maintenant aussi au Luxembourg qui existent heureusement pour promouvoir justement... Et chacun, je pense, si on regarde bien, pourrait trouver vraiment un peu le niveau digital qui lui correspondrait. Parlons de chacun et chacune ayant la possibilité de vraiment exercer un métier numérique. Peut-être pour on peut dire, parce qu'on a bien sûr les statistiques sur ce qui est tous les métiers du STEM et les personnes qui viennent avec, on voit que la plupart des personnes sont bien sûr des personnes mâles.
Masculin. Masculin, Oui. merci. Et comment peut-être me rendre plus attractif pour les groupes plutôt sous-représentés, alors notamment les femmes et aussi bien sûr les personnes avec un Migrationshintergrund, un background d'immigration. Nous, on voit que dans les Basic Digital Skills, tout ce qui est nos formations d'entrée aux outils de base, on a effectivement 65% de nos inscriptions en 2022 et 2023 étaient des femmes. Mais tout ce qui était métier spécifique, donc Python, Java, Full Stack Developer, Coding, etc., c'est 75% hommes et en effet 25% femmes. Comparé il y a 2 ans, on a déjà évolué de plus ou moins 14,5% de femmes qui montent vers des métiers. Ça prend du temps tout simplement parce que c'est encore des métiers, je ne sais pas, qui sont vus comme de type métier masculin. Or, c'est faux et beaucoup de femmes se le disent qu'une fois qu'ils sont dedans, ils réussissent très, 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 très bien. Mais c'est la base. Il faut arriver à la source et c'est leur dire qu'il y a tellement de possibilités. Mais c'est vrai qu'on voit encore un déséquilibre. Je pense que Claudine, on en a déjà assez parlé aussi. Oui. Et le tout, ce serait de la sensibiliser, que c'est des métiers qui peuvent vraiment être très intéressantes, mais il faut voir ça au niveau des... Je ne dirais pas que c'est le genre ni l'âge, c'est au niveau des compétences qu'on a déjà acquis et jusqu'à où on est prêt à aller à acquérir de nouvelles compétences. Et là, je pense que ce soit homme, femme, moins de 30 ans, plus de 30 ans, ça n'a... Voilà. OK. Alors, passons peut-être à une autre perspective, parce que bien sûr, il y a ici plutôt des personnes qui sont des institutions étatiques ou para-étatiques. De l'autre côté, peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire comme ASBL, comme organisation, ou aussi comme entreprise privée pour promouvoir vraiment le développement numérique de ses employés et aussi généralement des personnes? Ou est-ce qu'il y a peut-être des partenariats ou coopérations qu'on peut former dans ce cas-là pour promouvoir vraiment cette chaîne, ce chemin? Déjà donner aux employés la chance de participer aux formations, de les libérer, même d'organiser, et je crois que ça se fait de plus en plus chez les patrons, d'organiser des formations internes dans leurs locaux, dans leur univers, sur leur installation, que ce soit dans le TIC pur et dur ou dans des entreprises de production ou de fabrication de quelque chose, de pousser les employés vers la formation dans le numérique. Parce que dans tous les métiers, il y aura besoin de cette formation. Je crois que ça, déjà, c'est un grand point. Je confirme et je dis ce que j'ai dit avant aussi, il faut sensibiliser les employeurs à reconnaître un peu plus la formation professionnelle continue et que les nouvelles technologies arrivent d'année en année. On a de la chance au Luxembourg, on a tellement d'instituts de formation professionnelle qui sont agréés, qui sont reconnus et qui proposent des belles offres. Si les employeurs prenaient un peu plus de temps de reconnaître ça et pas que regarder des masters 5 en informaticien parce que c'est pas forcément... au final, ça va peut-être pas être le profil qui va matcher avec le métier qu'ils souhaitaient recruter. Donc, voilà. Oui, et c'est aussi dans la mesure que les entreprises adoptent de nouvelles technologies pour innover au niveau de la chaîne de production ou innover par de nouveaux produits ou augmenter la productivité. De l'adoption de nouvelles technologies, il va en résulter des besoins de compétences. Il faut évaluer en interne ces besoins de compétences et alors mettre en place des programmes de formation
au digital dans ce cas. Et dans l'idéal, on regarde par exemple au niveau d'une équipe, on fait un digital assessment avec les personnes de l'équipe pour s'évaluer et pour voir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux faire à l'avenir, quelles sont les formations ou quels sont les tutorials ou quels sont les articles que je peux lire pour avancer dans mes skills jusqu'à ce que toute l'équipe est mise à niveau et qu'on a une équipe qui sait avancer, qui correspond donc à la volonté et aux objectifs de l'employeur. Et surtout de ne pas penser en premier de la perte de temps qui est là si on fait de la formation. Souvent, si j'envoie telle ou telle personne dans telle ou telle formation, il n'est pas là pendant 10 jours. 10 fois 8, 80 heures de perte. Et je crois que là, c'est le point le plus important. Et dans les formations qui sont nécessaires, ce n'est pas fait dans une après-midi. Ce n'est pas des formations 2h30 et c'est fini. Et c'est un changement de pensée qui doit s'y mettre pour faire cette intégration. Ouais, alors généralement, c'est vraiment quand vous traduisez la sensibilisation des personnes qu'on a besoin de ces formations, aussi de donner le temps et vraiment, on peut dire, investir ce temps-là pour le gagner après. Et aussi, bien sûr, le digital assessment, savoir qu'est-ce qu'on sait faire. Avant que je veux savoir où je veux aller, je dois bien sûr savoir où je suis dans le moment-là. Mais si on parle maintenant aussi on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut voir ou qu'est-ce qu'on peut se projeter comme nouvelles initiatives ou idées pour le marché de travail généralement ou pour le développement numérique des employés et aussi pour les employeurs? Là, on va accompagner, il y a quand même le nouveau projet de maintien à l'emploi et je pense que là, il y aura beaucoup d'accords et de partenariats qui vont se faire. C'est vrai que la première chose, c'est d'accompagner les entreprises à faire des bilans, des assessments de leur main-d'œuvre, de leurs employés et d'essayer de ne pas avoir peur de les former, de prendre le temps parce que pour une durabilité à l'emploi, on peut l'avoir en courbe et je pense que là, l'ADEME, nous, on peut accompagner aussi. On a des mesures en faveur de l'emploi. On sera impliqué aussi au maintien de l'emploi. Il y a le ministère de l'Éducation, il y a le ministère du Travail. Et je pense aussi qu'il y a aussi réellement des nouveaux projets qui doivent arriver, notamment pour des métiers plus spécifiques en formation. On m'a approché fin de l'année dernière en me demandant de collaborer, que l'ADEME collabore avec Business Analyst e-Services et j'ai low code, no code. Et j'ai dû aller avec honte regarder sur Internet c'était quoi e-Services Business Analyst. C'était un métier et d'ailleurs on n'a pas trouvé ça dans notre répertoire. Et les personnes sont arrivées vraiment à nous expliquer et que c'était low code, no code. Et cette approche-là, c'est en fait c'est une manière de programmer. Ils ont d'ailleurs participé, la société en question, avec l'élaboration de Mike Guichet. Et c'est une façon de programmer à la visuelle, donc sans nécessairement avoir beaucoup de coding ou très peu de coding. Et on a adoré cette idée parce qu'en fait, ils nous l'ont vraiment vendue en disant ce serait pour des personnes qui ne sont pas formées en informatique, qui ne sont pas forcément formées en coding, où il ne faut pas être codeur plus 7. Et en fait, il a été déposé en FSE et en Fonds social européen parce que c'est un projet pilote. Mais c'est ce genre de métier qui va arriver où je pense que nous, en tout cas l'ADEME,
mais un peu tous les ASBL, les employeurs, les ministères, on doit se tenir prêt qu'au moment qu'il y a des nouveaux métiers émergents ou qu'on voit des tendances de nos amis outre-Europe ou même en Europe, qu'on se tient prêt à, OK, est-ce qu'on arrive à développer des formations très rapidement pour pouvoir répondre rapidement à la demande. Voilà. On doit beaucoup plus vite répondre sur des demandes que dans le passé. Ouais. Donc la question de demain, elle n'est pas encore connue aujourd'hui et après-demain, on doit avoir la formation. Et c'est ça, à mon avis, un des grands challenges pour le futur. Oui, concernant la Digital Skills Plattform, l'initiative donc du SMC avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, nous allons continuer avec prochainement un webinaire le 7 décembre à 11h qui va porter sur le mécénat de compétences, donc ces rencontres entre les entreprises qui ont une volonté de responsabilité sociale avec des porteurs de projets et des associations. On va parler de cette thématique le 7 décembre. Et on a planifié un autre webinaire, Sophia, tu vas être contente, sur le bon usage du Digital Skills Assessment et d'autres tools d'auto-évaluation, etc. On planifie aussi de continuer le Digital Skills Matchmaking l'année prochaine et on va faire la communication et le reach out vers certains d'entre vous certainement. Ok. Si vous n'avez rien à ajouter, je crois qu'on peut passer peut-être aux questions et réponses. Pour le public, seulement comme explication, il y a normalement des personnes avec des micros. Alors si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main et après la poser. On va bien sûr la poser aux différentes personnes ici au panel. C'est difficile de voir s'il y a des questions ici, alors n'hésitez pas. Je crois qu'il y a toujours des questions à poser. Oui, le monsieur là. Bonjour, Serge Nichols, Digital Learning Hub. Il a été dit à plusieurs reprises que les skills, les compétences très précises, c'est super important. Et effectivement, ça met un peu en question peut-être les diplômes classiques auxquels maintiennent les entreprises. Je voudrais bien savoir si effectivement vous voyez peut-être une évaluation à ce point. On offre beaucoup de formations justement granulaires pour inclure tout le monde, pour utiliser le mot inclusion. Est-ce que peut-être là, vous voyez un changement à l'avenir des entreprises à s'ouvrir un peu et aussi peut-être les acteurs étatiques? Merci. Moi, je vois surtout à l'avenir une convergence accrue entre les domaines de travail non-tech avec des compétences à orientation digitale. Donc, de plus en plus, aussi comme disait le ministère de l'Éducation, que des métiers traditionnellement hands-on demandent des compétences numériques. C'est un phénomène qui va s'augmenter, qui va évoluer à l'avenir et le gouvernement a évidemment connaissance de ça et Serge Nichols, tout mon respect pour la première piscine de l'école 42. Oui, nous, dans les développements des formations, dans l'évaluation des formations qu'on fait constamment de tous les métiers, peu à peu, on voit dans toutes les analyses qu'on doit y rajouter du digital. Sur toutes les formations. Même si on a une formation où on se dit, non, là, on va s'y mettre sur des nouvelles techniques de travail, il y a un volet, comme on fait ça toujours avec les patrons, avec les nouveaux formés, les anciens formés, où on sort qu'il y a du digital, du tech qui doit être rajouté à la formation, et tout le reste aussi. Tout l'ancien reste doit y rester, on ne peut pas enlever quelque chose, donc
c'est souvent difficile de mettre tout dans le nouveau pot. Oui. Salut Serge. Avec plus de 800 inscriptions de nos participants rien que cette année à la DLH, je confirme que la DLH est un grand avantage pour nos participants, souhaitant surtout s'initier dans des petits modules granulaires comme ça. Mais effectivement, moi je le dis tout au long, je pense vraiment que en tout cas, l'ADEME, nous aussi, on a une part d'accompagner aussi les entreprises, mais de les écouter aussi. On a un service employeur dédié à ça et on doit renforcer, voilà, ça évolue constamment. Et c'est notre rôle aussi d'accompagner les entreprises à écouter quels sont leurs besoins actuels et potentiellement futurs, bien qu'ils n'arrivent pas souvent à prédire non plus d'ici 3 ans, mais l'actuel et on va dire court terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille dessus continuellement, qu'on essaye de renforcer surtout cette année. La preuve, on a augmenté nos nombres de formations métiers spécifiques. Hein. Donc avant, on avait juste le coding et maintenant, on a le Python, on a le Java, on a le Full Stack Web Developer qui remplace évidemment le coding, mais on a pu le... et beaucoup en partenariat aussi avec le CNFPC ou le Digital Learning Hub. Et c'est notre rôle, en fait, de... Oui, quand un employeur ou quand on voit une tendance sur le marché de l'emploi, c'est notre rôle à l'ADEME, mais aussi aux différents acteurs, de savoir y répondre assez rapidement. Mais une petite précision là-dessus, c'est que c'est très difficile parfois de trouver les formateurs qui sont formés. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit trouver les experts et rapidement. Donc, c'est des gros challenges et on essaye, mais je dirais surtout accompagner les employeurs et aussi les demandeurs, mais écouter les entreprises et les besoins actuels du marché. Et voilà. Si je peux me permettre, peut-être de rendre la question encore une fois sur une autre perspective. Alors si bien sûr on a des employeurs et des entreprises qui veulent vraiment employer des personnes avec tel et tel diplôme ou telle et telle compétence, mais comment le rendre vraiment attractif, on peut dire, pour eux, pour les inviter chez eux aussi, c'est quels soucis, quels obstacles est-ce qu'il y a pour les employeurs? Peut-être, je crois que c'est une question plutôt posée vers l'ADEME. Quels soucis est-ce que les employeurs ont dans ce cas-là pour tout ce qui est inclusion numérique ou développement numérique? Je crois que d'abord, ils ne savent pas forcément un skills théorique sur papier présenté sur un CV ou un entretien et la réalité. Ça fait pas. Et c'est pour ça qu'on offre des stages de professionnalisation, des mesures de réinsertion à l'emploi, parce que je pense que ça aide les employeurs. Donc je pense déjà qu'il y a une réticence et puis la validation aussi du diplôme, d'où il vient, est-ce qu'on connaît, est-ce que c'est à jour. On a souvent des employeurs, c'est vrai, ils nous disent souvent oui, mais au final c'est du learning by doing. Moi je confirme et c'est pour ça qu'à nouveau la formation professionnelle continue, ils doivent un peu, on essaye de les sensibiliser que s'ils reconnaissaient un peu plus ça, ils verraient que la plupart des formations continues c'est beaucoup de mise en pratique ou de théorie court, mais c'est surtout du learning by doing et ça je pense que voilà, il y a un accompagnement. Je pense que de notre côté ce qui marche vraiment, et on a vu un peu le renforcement des demandes, c'est par exemple des petites mesures de stage de professionnalisation, tester les compétences. On fait aussi maintenant de plus en plus des formations qui offrent un stage en fin de formation. Bon là c'est moins numérique, mais c'est de la reconversion quand même. On fait tout ce qui est secrétariat médical et assistanat juridique, et il faut quand même savoir qu'on prend des personnes qui peut-être ne savaient pas utiliser un ordinateur, et c'est une formation de 3 mois avec stage. Et ces stages-là leur permettent en fait de mettre en pratique. Et je pense que c'est notre mission aussi à l'ADEME de pouvoir peut-être un peu plus proposer des formations avec stage ou avec en tout cas meet the recruiter par après. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être du public? On parle beaucoup de formation professionnelle, mais sur la double exigence des employeurs d'avoir à la fois
des profils qui sont très spécifiquement formés et en même temps un diplôme universitaire, type master, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il pourrait y avoir des relations très proches avec l'Université du Luxembourg, voire même avec les universités de la grande région, pour avoir un suivi au plus proche des profils qui sont actuellement sous surveillance à l'ADEME. Tout à fait, et c'est en cours, notamment un de nos partenaires de formation de la Chambre de commerce a acquis ces dernières années de nombreux partenariats avec l'ICHEC ou l'ICN en France, et on essaye de développer justement donc, des formations, on va dire, diplômantes, mais à court terme, qui seraient accessibles aussi tant pour nos demandeurs d'emploi, mais tant aussi pour le grand public qui souhaite en cours du soir, etc. Mais c'est vrai qu'on doit encore travailler dessus. Mais ça, c'est à nouveau, on travaille aussi beaucoup avec l'Université du Luxembourg. On a de la chance, on a un beau partenariat. Et on a les Google Career Certificates grâce au Competence Center. Et ça, c'est quelque chose, les Google Career Certificates, c'est des e-learning de 8 à 12 semaines, disons, mais c'est en e-learning. Et c'est pas du tout universitaire, mais c'est grâce à l'Université du Luxembourg qui était derrière, ça a obtenu une notoriété ici au Luxembourg. Donc pour nos participants qui peuvent faire un Google Career, et il y a 8 ou 9 différents diplômes, dont le Data Analyst, le Python, le e-marketing, Web Developer, etc. Et c'est grâce à ça, cette notoriété, parce qu'on a des partenariats avec les universités ou de type haute école, hein. Mais il faut qu'on développe encore. Nous, on a trouvé quelques centres de formation professionnelle continue en France, notamment dans vraiment de l'informatique, des métiers éthiques très précis, qui font des super diplômes de 8 à 10 mois. Et là, justement, on est en train un peu de regarder avec nos différents partenaires ici au Luxembourg. On est en cours de discussion, mais oui, c'est notre grand objectif. Ce serait en fait de prendre peut-être des cursus universitaires ou au moins pouvoir s'associer, de dire qu'ils sont diplômants. Mais nous, on a toujours la contrainte temps. C'est que pour certaines personnes, ils ne veulent pas retourner faire un diplôme universitaire de 3 ans. Et puis, ils ne peuvent pas, ils veulent aller retravailler. Et donc ça, c'est notre plus grand challenge, c'est d'essayer de condenser, à la fois faire plaisir aux employeurs avec des diplômes de type universitaire, mais à la fois répondre aux besoins du marché de l'emploi actuel et du demandeur, c'est-à-dire court terme, entre 6 à 10 mois de formation grand maximum. Mais on y travaille et on a vu surtout, depuis le Covid, quelque part, le blended learning, donc tout ce qui est visio, tout ce qui est e-learning et blended learning, ça devient une approche de formation qui, avant, c'était très très peu connu ici. La plupart des formations, même continues, étaient en cours du soir ou en cours du jour, étaient très longues. Et quelque part, la pandémie, s'il y a peut-être un point positif qui est sorti de ça, c'est peut-être la notion du blended learning, et que je pense qu'on sous-estimait beaucoup de gens à pas savoir utiliser l'ordinateur pour une visioconférence. Or, c'est faux, et je pense que quand on parle à beaucoup de nos demandeurs d'emploi participant à des formations, ils adorent le blended learning. Et quelque part, nous, ça un mélange e-learning où on peut leur donner vraiment du contenu très technique, très spécifique, qu'ils peuvent choisir à apprendre en temps et en heure, comme eux, ils le choisissent, mais à l'appui avec des webinaires ou des formations présentielles, ça aide. Et donc, au fur et à mesure des années, on va aller plus vers cette optique, je pense. Mais d'abord, du coup, il faut aussi on continue nos formations de base pour rendre accessible ensuite cette offre blended à des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes compétences de base numériques. Et ça, c'est notre priorité en ce moment. Oui, les statistiques du Statec dans le cadre des études européennes ou pour l'Eurostat démontrent en effet que les statistiques de travail démontrent en effet une forte tendance ou un engouement croissant
surtout auprès des femmes, d'apprendre en ligne. Et c'est, comme dit Sophia, effectivement, cette augmentation a eu lieu à partir de 2019-2020, à l'occasion de la pandémie, où apprendre et travailler, c'est de plus en plus fait à distance. Je crois qu'il y avait encore une question. Oui, bonjour. Non, pardon. Bonjour, donc Auban Desremeaux, Société Innoviction. Donc on travaille depuis un peu plus de 10 ans maintenant dans le numérique, notamment en tant qu'accompagnateur pour trouver les bonnes compétences et plus récemment sur la partie cybersécurité et numérique responsable, dont donc l'inclusion numérique. Les retours que j'ai pu avoir depuis toute cette expérience côté, on va dire, entre guillemets, employeur, en tant qu'employeur moi-même, mais aussi représentant d'eux, alors, il peut y avoir potentiellement le diplôme, il y a aussi beaucoup la notion d'expérience. On est dans un pays au Luxembourg où l'expérience quand même prime beaucoup, donc c'est un avantage dans tout un tas de situations. Ça permet par exemple parfois de passer le cap justement du diplôme, contrairement à d'autres pays. L'inconvénient ou la limite de ça, c'est que du coup justement quand on forme des gens à des nouvelles compétences, alors il peut être parfois difficile de les valoriser auprès d'employeurs, justement, qui vont dire oui, mais il n'a pas encore travaillé 1, 2, 5 ans dans un environnement complexe comme le nôtre, etc. Voilà, je pense que vous reconnaissez aussi des retours de ça. Donc ma question, en fait, elle est... on va dire il y en a deux. Par rapport au recrutement, est-ce que vous avez dans vos programmes ou dans vos plans un accompagnement en fait des employeurs, on va dire entre guillemets presque les former à recruter des demandeurs d'emploi qui auront pu suivre notamment ces formations. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est un levier de la subvention qui est prévu d'être étendu, si j'ai bien compris. C'est tout ce qui va être Fit for Digital, enfin, les subventions à la transformation numérique. Est-ce qu'un volet justement sur l'intégration de personnes en reconversion, etc., est quelque chose qui est envisagé? Je pense que la première est surtout pour moi. Oui, on a différents formats de formation, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était un élément au niveau de l'expérience que je ne voulais pas trop mentionner parce que ça dépend, on va dire. À nouveau, on va viser, on arrive plus ou moins à du reskilling. C'est une notion qui commence. Mais principalement, actuellement, on est quand même sur du upskilling de métiers proches et on les upskill dans les métiers TIC spécialisés, etc. Et à ce moment-là, l'expérience, elle joue également un rôle, je suis tout à fait d'accord, mais on va le voir plus où elle va jouer un rôle, comme vous dites, plus pour les reskilling, je dirais, les reconversions. Maintenant, nous, ce qu'on a prévu à l'ADEME, c'est effectivement, on a un grand service employeur, c'est le deuxième plus grand service de l'ADEME qui accompagne les entreprises. Et notamment, ça, c'est un de leurs objectifs, surtout dans les métiers TIC, c'est en fait de leur dire, oui, mais écoutez, ils ont fait 15 ans peut-être avant aide comptable ou comptable, mais regardez, ils ont quand même ils ont des soft skills ou des compétences transversales qui vous allez avoir très facile à les intégrer et nous on va les former et du coup on essaye de les accompagner en disant si nous on les forme sur les compétences très très techniques, est-ce que vous pouvez au moins valider qu'ils ont les compétences transversales qui pourraient promouvoir une meilleure insertion que prendre quelqu'un qui n'a peut-être aucune expérience mais oui sort de l'université avec un bac+5. Donc ça c'est notre rôle aussi de les accompagner, notamment à travers les mesures. C'est pour ça que je disais aussi, on augmente un peu nos mesures d'aide à l'emploi. Mais le volet accompagnement, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qu'on voudrait encore plus faire davantage. Mais pour l'instant, on a une réticence au niveau, alors pas que, hein, on en a qui sont très contents, mais des petites entreprises au Luxembourg, donc c'est-à-dire, on va prendre les start-up, les PME, n'ont pas vraiment le temps ou
ne répondent pas nécessairement favorablement à ce qu'on les accompagne comme nous, on voudrait le faire, vraiment avec du coaching, avec peut-être des simulations d'entretien de recrutement pour qu'ils viennent rencontrer nos participants. Donc ça aussi, on essaye de trouver des solutions. C'est pour ça qu'on fait les Employers Day. Et on ne fait pas que des Job Day, mais aussi des Employers Day. Ou Meet the Recruiter, c'est ce qu'on fait, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils rencontrent nos participants, ils peuvent voir les talents parler, mais pour répondre à votre question, on doit encore augmenter l'accompagnement des entreprises, notamment compétences transversales. Est-ce que ça peut, les 15 ans d'expérience précédente peuvent participer? Voilà, j'espère que ça répond plus ou moins, mais on peut en parler davantage plus tard, pas de souci. Je ne sais pas du coup si la deuxième était plutôt pour moi ou plutôt pour... Je crois peut-être la deuxième plutôt oui. Direction formation professionnelle, alors avec subvention dans les digital skills ou dans le développement numérique. Bon, subvention là, c'est pas l'éducation qui les fait. Formation, ben, déjà avec un Digital Learning Hub, avec les formations qui se mettent tout le temps en place, je crois qu'on est sur la bonne piste, mais il y a encore du chemin à faire et il est vite à faire. Donc, ce n'est pas un plan décennal qu'on doit mettre en place, mais répondre sur des questions précises du marché des employeurs avec une vitesse qu'on peut leur aider dans leurs demandes. Petite parenthèse justement là-dessus, c'est qu'il faut noter qu'avec la Digital Learning Hub et grâce au ministère de l'Éducation, tous nos demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire gratuitement aux formations du Digital Learning Hub et pas que, je pense, les nôtres. Je pense que c'est aussi Benelux, si je me trompe, France, Belgique. Hein. Voilà, j'ai un hoche d'accord, donc c'est bon, je suis sur le bon chemin. Mais le Digital Learning Hub nous propose ça déjà. On a des partenariats côté ADEME avec les chambres. On a des contingents où nos participants peuvent s'inscrire gratuitement. Et puis, on a l'aide à la formation professionnelle. Donc, c'est moins côté, pour répondre aux questions de monsieur, c'est moins côté employeur encore pour l'instant. Mais ça sera pris en compte, je pense, dorénavant, qu'on va... ça fait partie, je pense, d'une future mission qu'on prendra aussi les salariés pour garder la main-d'œuvre en emploi, justement. Donc, il y aura plusieurs volets qui vont se développer. Et je pense que d'ici 2025, on aura, je pense, mis en place des stratégies peut-être qui répondent à la fois, qui répondent au skills gap. En tout cas, c'est la stratégie ADEME 2025, c'est vraiment de répondre à ce skills gap, l'offre et demande. Et donc, pour répondre, je pense que dans les 2 années à suivre, un renforcement côté entreprise aussi sera développé. Il y avait aussi une question au premier rang de Romain. Merci beaucoup. J'ai une question, vous demandez votre opinion sur une question plus générale concernant l'inclusion numérique. En fait, on a beaucoup parlé d'employability ces dernières heures. Ma question porte plutôt sur l'éducation aux médias. On constate que la plupart des gens qui partagent les fake news sont âgés de 45 ans, 5 ans ou plus. La moyenne des personnes qui se trouvent devant la justice pour hate speech ont une moyenne d'âge de 60 voire 65 ans. Et ce sont des phénomènes quand même assez néfastes pour une société démocratique, une société qui permet quand même le fleurissement, la prospérité du business aussi. Donc ma question à vous est, est-ce que vous voyez, vous pensez que vos institutions devraient s'occuper de l'éducation aux médias pour adultes, s'adressant à des adultes? Si oui, comment? Sinon, est-ce que vous voyez d'autres acteurs travaillant dans vos rayons qui pourraient s'en occuper? Là, Ok, éducation aux médias, c'est tout ce que je sais pour le moment, c'est que c'est un sujet qui est traité auprès du ministère de l'Éducation. Et moi, je n'ai pas d'opinion maintenant.
C'est un domaine qui est depuis longtemps couvert par le ministère de l'Éducation et ça fait aussi partie comme a présenté Jeff dans sa présentation de BCQ, ça fait partie de Digital Sciences en partie. Et je pense que les jeunes, c'est OK. Vous voulez dire les personnes plus âgées. Moi, j'ai pas de. Pour le moment, on peut le discuter après, si vous voulez, mais comme ça, à cette table qui est à orientation, formation professionnelle, je pourrais pas me prononcer comme ça. Moi, je crois que la formation aux médias, elle joue un grand rôle depuis des années dans la formation initiale, dans la formation de base, dans le primaire. On a entendu des initiatives, il y en a bien d'autres. Mais je crois que pour l'éducation nationale, c'est difficile d'arriver aux tranches d'âge qui ont été énumérées. Mais l'éducation aux médias de toute une population est très importante. Et on voit que peut-être c'est une explication que les gens qui se trouvent dans ces tranches d'âge ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils sont en train de faire, de la plateforme qu'ils ont ou du nombre de gens qu'ils vont directement influencer, disons comme ça. Nous, on a un petit, dans chaque projet, on a toujours pour les plus de 45 ans, on a toujours, même les plus de 30 ans, on a toujours des modules d'employabilité et dedans, on a les réseaux, on a les réseaux sociaux, donc ça n'a rien à voir avec gros médias, mais on voit effectivement qu'il y a un manque de awareness de le fact and reality versus. Mais Facebook m'a dit que si je partageais ce post, je serais protégée, on ne piquerait pas les photos. Et comme on a vu récemment, et les tendances, on a, nous, un accompagnement, mais à nouveau, je ne peux pas parler parce que on le fait dans le but où on veut qu'ils puissent rechercher des emplois, faire leur CV en ligne, utiliser LinkedIn. Mais nous, à nouveau, on a toujours l'aspect employabilité, mais on a des modules d'inclusion numérique pour les réseaux sociaux et les médias, mais c'est avec cet aspect de recherche d'emploi, donc on ne couvre pas tout, mais dedans, c'est vrai qu'on a des petits modules de cyber awareness, fact and reality, ça c'est un petit module qu'on donne beaucoup, qu'on a beaucoup. Mais je suis d'accord avec vous que je constate aussi qu'il y a... Mais je pense qu'il y a une... En fait, il faut encore avancer sur le digital awareness de ce qu'on met sur Internet. C'est pas toujours vérifié. Oui, parce que c'est une place publique, comme on a dit, c'est le moment où ça rentre dans le public, où tout le monde peut y accéder, c'est quelque chose qui concerne aussi tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi d'autres questions? On ne va pas vraiment bien. 5 dernières secondes. Oh. Est-ce que j'ai vu une main ou c'était seulement pour me... Non, ok. Alors, on va passer à la clôture. Premièrement, bien sûr, merci beaucoup aux participants de la table ronde. Un petit applause, bien sûr, pour les personnes sur le stage. Et merci, bien sûr, à tout le monde ici pour la participation, pour votre attention. Et merci au ministère de la Digitalisation pour l'organisation. Je crois que je peux aussi dire merci aux traducteurs, vous m'entendrez. Merci beaucoup pour être ici. Et aussi aux toute régie, tout team d'Accent Aigu et Apex pour tout organiser assez bien. Je crois que je peux passer le mot à Ben Max, qui va nous donner le mot de clôture. Les remerciements, c'est déjà fait. Donc, je souhaite encore la bienvenue à la nouvelle ministre de la Digitalisation, Stéphanie Aubertin. Et dans le nom de...
Dans le nom du ministère de la Digitalisation, je vous remercie d'être venus, les participants, les invités, toute l'équipe derrière l'événement. Et je vous invite tous à un pot d'amitié dans la salle à côté. Merci beaucoup. Au revoir.